France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur Radio France Internationale et France 24. Nous partons tout de suite en direction de la Finlande, ce pays nordique de 5 600 000 habitants, membre de l'Union européenne depuis 1995 et qui partage 1300 km de frontières avec la Russie. Et nous avons le plaisir d'y rejoindre en duplex de Helsinki le président finlandais Alexander Stubb. Bonjour Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes polyglotte, champion de triathlon, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ex-député européen. Autant dire que vous êtes un président bon connaisseur de l'UE. Vous avez d'ailleurs été élu en février dernier avec 51,6% des voix sous les couleurs d'un parti de centre-droit libéral, même si en tant que président, vous renoncez à toute étiquette partisane. La fonction essentielle du chef de l'État en Finlande, c'est la supervision de la politique étrangère et de la politique de sécurité. Une mission quand même assez fondamentale dans un contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie voisine. Alors, en avril 2023, je le rappelle, il y a donc plus d'un an, votre pays a rejoint l'OTAN. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça a changé, Monsieur le Président? Ça a changé beaucoup de choses. La première chose, c'est que nous étions le 30e État membre de l'OTAN. On a une sécurité qui est assez stable, on a une défense qui est énorme, parce qu'on a un système militaire obligatoire. Donc, je dis toujours que l'OTAN a beaucoup gagné, la Finlande a gagné aussi, parce qu'on a plus ou moins 1 million de personnes qui a fait son service militaire. On a un militaire assez fort. Donc, pour nous, c'était un pas normal, mais c'était un pas qui était très nécessaire après que Poutine et la Russie a attaqué l'Ukraine. Et maintenant, on a doublé la frontière de l'OTAN avec la Russie. Donc, on est content d'être dans l'alliance, c'est sûr. Alors la Finlande, d'ailleurs, a longtemps été, je le rappelle quand même, dans une posture neutre, de non-alignement en politique extérieure. Quel rôle spécifique vous pensez que la Finlande peut jouer dans cette OTAN ? Je crois qu'on va être un État membre assez stable parce que quand même, on est le pays qui est le plus l'Est de l'OTAN, plus l'Est que les pays baltes ou la Pologne. Donc, nous voudrions bien être dans le noyau dur de l'OTAN, un État membre qu'on peut bien travailler avec les autres. Parce qu'on a eu une trentaine de guerres avec la Russie pendant les dernières 700 années. Donc, on connaît la Russie. On n'est pas provocatrice, on est très stable. On va travailler très constructivement. Point final, dans l'Union européenne, nous sommes, je peux dire, peut-être un petit État membre. Mais dans l'OTAN, nous sommes, grâce à notre militaire puissante, nous sommes un État membre qui est un peu moyen, pas grand mais pas petit non plus. Donc, je crois qu'on va donner plus de valeur ajoutée pour l'Alliance. Alors, il y a maintenant 32 pays de l'OTAN et ils ont nommé mercredi dernier l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, donc un libéral aussi, comme prochain secrétaire général de l'Alliance atlantique de l'OTAN. Donc, votre réaction peut-être d'abord à cette nomination? Très positive. Je connais Mark très bien. Il était quand même Premier ministre de Hollande pendant 13 années. C'est beaucoup. En plus, il est transatlantique. On a travaillé bien ensemble pendant la crise de l'euro. Et puis, on a pris contact après que je finis mon carrière politique dans les années 2017. Et puis, il était ici en Finlande, ça fait 3 semaines pour une grande conférence de discuter un peu des questions de sécurité. Je crois qu'il va donner 2 dimensions. La première, c'est une dimension transatlantique.
et c'est très important avec les États-Unis et le Canada. Mais le deuxième est qu'il est vraiment européen, donc il va être un très bon chef pour l'OTAN. Je suis très content pour lui et pour l'OTAN même. Alors, Monsieur le Président, la frontière, on le disait, entre votre pays et la Russie reste fermée aux migrants. Depuis plusieurs mois, le gouvernement finlandais accuse la Russie de faire passer des migrants pour déstabiliser le pays. Expliquez-nous, ça vous inquiète ? Oui, donc la Russie fait deux guerres en ce moment. Le premier, c'est la guerre conventionnelle avec l'Ukraine. L'autre, c'est une guerre hybride. Donc pour nous, cette question de frontière, il y a deux dimensions. La première, c'est la sécurité, où Poutine et Russie instrumentalisent les gens, donc utilisent les immigrants. Et le deuxième est bien sûr le droit international. Et ce qu'on essaie de faire maintenant au notre Parlement est de trouver une loi où on peut balancer avec les deux. Donc il faut comprendre que Poutine utilise les gens comme un instrument. Et il essaie de déstabiliser la Finlande et la sécurité de la Finlande. Mais je suis sûr qu'on va trouver une solution qui est sécure et humaine. Parce qu'avec d'autres pays donc nordiques, la Norvège, la Suède et votre pays, la Finlande, ont convenu de créer un corridor de transport militaire traversant le nord de chacun de ces trois pays, en Arctique donc, qui est une région, l'Arctique, très convoitée, notamment par la Russie, qui est devenue stratégique. Qu'est-ce que ça changerait, ce corridor? Et est-ce qu'on peut parler aussi plus tard de sanctuariser cette région? Bon, deux points là. Le premier, il faut bien savoir que la Finlande, au niveau de territoire, est le même à peu près que la France. Donc, c'est-à-dire, nous sommes un grand pays géographiquement. Mais nous sommes une île, c'est le deuxième point. On peut dire, si on n'a pas de connexion sur la mer Baltique, on n'a pas de connexion pour le monde. Et c'est pour ça qu'on essaye, j'y parlais la semaine passée avec le Premier ministre suédois et norvégien, à Bodø en Norvège, il faut trouver des corridors où on peut avoir une infrastructure pour sécuriser le matériau nécessaire. Donc c'est moitié sécurité, moitié militaire, mais aussi une question économique. Alors, votre élection à la présidence finlandaise, c'est aussi le signe d'un certain consensus dans votre population autour de la guerre Russie-Ukraine. C'est vrai que mardi dernier, l'Union européenne a ouvert officiellement, d'ailleurs, les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Vos concitoyens, ils sont tous favorables ? Oui, plus ou moins, on peut dire qu'on comprend très bien ce qui se passe en Ukraine parce qu'on a eu notre deuxième guerre mondiale où l'Union soviétique a nous attaqué. On a perdu 10% de notre territoire, y inclut le Carélie ou Vyborg où mes grands-parents étaient nés et Käkisalmi où mon père est né. Donc la Finlande comprend exactement ce qui se passe en Ukraine en ce moment et c'est pour ça qu'on donne un soutien assez fort pour l'Ukraine d'être dans l'Union européenne et enfin aussi dans l'OTAN. Donc on comprend les Ukrainiens, c'est sûr. Mais est-ce que ce soutien il va se poursuivre dans les mois prochains? On sait que la Hongrie va prendre la fameuse présidence tournante du Conseil de l'Union européenne et Viktor Orban n'est pas très favorable à ce processus d'adhésion. Il traîne d'ailleurs les pieds de sommet en sommet sur les aides concernant l'Ukraine. Est-ce que ce soutien risque de ralentir? Bon, je ne crois pas. On a quand même un chemin qui est assez clair. Mais dans la nature de l'Union, il y a toujours des petites crises, droite ou gauche. Et on connaît Orban très bien, enfin, par exemple, sur le support financier de l'Ukraine, on a trouvé une solution. Je crois que dernièrement, il a lassé le chambre pour aller pour un café pour trouver des solutions. Donc, on trouve toujours des solutions en Europe. De temps en temps, il y a des chaos, de temps en temps, il y a des cris. Et surtout, les solutions sont assez souvent pas optimales. Mais on trouve une solution et je crois que le chemin de l'Ukraine pour l'Union est clair.
Alors, ça, c'est pour le côté Union européenne. Mais il y a le côté États-Unis aussi. Et là, 2 conseillers clés de Donald Trump ont présenté un plan pour mettre fin à la guerre, disent-ils, de la Russie avec l'Ukraine, si Trump donc remporte l'élection, et qui consisterait à dire que l'Ukraine ne recevra plus d'armes américaines si elle n'entame pas des pourparlers, et puis pas d'adhésion à l'OTAN possible. Est-ce que vous avez regardé un peu de près ce plan? Est-ce que ça vous paraît sérieux? Bon, il faut savoir que, bon, 2 points. Le premier, c'est que les États-Unis voudraient bien rester un pouvoir mondial. Et pour rester un pouvoir mondial, pour contrer la Chine, il faut avoir des alliances. Et les alliances, c'est nous, les Européens. Donc, Biden ou Trump, bon, les deux vont travailler avec nous, des Européens. Deuxième point, peut-être ça sera le temps de commencer des discussions, pas maintenant, mais un peu plus tard aussi avec les Russes. On a commencé ce chemin en Suisse dans un forum de paix. On avait moitié des membres des nations mondiales, on a un tiers des chefs des États et du gouvernement, y inclut le président Macron. Et je suis sûr qu'un jour, on va trouver les 2 chemins et on va commencer des discussions. Mais la politique étrangère des Américains ont déjà changé. Ça a changé déjà pendant Obama, mais surtout pendant Trump. Et maintenant, Biden pousse un peu la ligne America First. Et c'est normal. C'est ce qu'on fait, mais je crois que les Américains vont rester fidèles en Europe et Ukraine. Alors, quel est le secret du bonheur dans votre pays, la Finlande? Peut-être c'est qu'on aime bien le vin français. Je crois qu'il y a peut-être 3 points, parce qu'en France, on a toujours 3 points. Le premier, c'est notre nature. C'est vraiment spectaculaire. On a des lacs, on a un archipel, Laponie. Il faut vraiment visiter. Bon, avertissement. Le deuxième point, c'est l'éducation. On a un système d'éducation qui est égal. Ça fonctionne. Ça donne une base pour une société, à mon avis, heureuse. Et le troisième, c'est la confiance. Donc, on a confiance un à l'autre et c'est très important. Et je peux aussi vous dire qu'en été, nous sommes plus heureux qu'en hiver. Alors, c'est vrai que, cela dit, le chômage des jeunes dépasse désormais dans votre pays 25% contre 9% de moyenne nationale. Dans le pays le plus heureux du monde, 37% des jeunes se disent insatisfaits de leur vie. Pourquoi ? Bon, c'est difficile à dire. Là, on a aussi un système d'éducation à l'université qui est un peu différent. Donc, ça dure du longtemps. On n'a jamais une société qui est parfaite. Mais en Finlande, on a une société qui est quand même assez égale, assez stable. Et il faut toujours trouver des solutions aussi pour les jeunes. Moi, j'ai 2 enfants. Émilie a 22 ans et Oliver qui a fini son service militaire. Il a 20 ans. Je discute beaucoup avec ses amis pour les opportunités. Il y a beaucoup de raisons, mais les raisons sont normalement assez individuelles. Les jeudi 27 et vendredi 28 juin, c'est sommet européen obligatoire pour définir ce qu'on appelle les top jobs, les postes les plus importants de l'Union européenne. Se profile à l'horizon un second mandat pour Ursula von der Leyen. C'est une bonne chose selon vous, Alexander Stubb ? Mon avis personnel est que oui, c'est une très bonne chose. Je dois dire que c'est mon premier ministre, Petteri Orpo, qui fait l'Union européenne. Moi, je fais l'OTAN, mais on se connaît très bien et je crois qu'il a la même opinion. Donc, Ursula von der Leyen, pour moi, elle était une grande présidente de la Commission, un peu comme Jacques Delors. Pourquoi? Parce qu'elle a bien dirigé l'Europe pendant Covid, pendant la guerre et pendant les crises européennes. Donc, elle connaît son dossier et je crois qu'elle va être élue comme présidente de la Commission et c'est une bonne chose pour l'Europe. Alors on parle aussi pour président du Conseil d'Antonio Costa et pour chef de la diplomatie de l'Estonienne Kaja Kallas, qui est effectivement pas dans les petits papiers de la Russie, parce qu'elles l'ont mis sur liste noire des personnalités qui ne peuvent plus voyager du côté de la Russie. Que pensez de ces choix aussi ? Bon, je connais Kaja Kallas très bien. Elle est super impressionnante. En plus, moi, je trouve que c'est très important de
avoir un ancien chef d'État comme le haut représentant. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup plus d'autorité. Et c'est bien de aussi trouver un équilibre entre l'Est et l'Ouest. Donc, je suis sûr qu'elle va être un super bon ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Et j'espère aussi que Roberta Metsola, qui est maltaise, va être élue comme le président du Parlement. Mais comme je dis, c'est toujours difficile de savoir exactement parce que les grands jeux de grandes nominations sont toujours un peu difficiles. C'est la politique de temps en temps. L'Europe, c'est politique maintenant. Est-ce que finalement, on arrive aujourd'hui, cette Union européenne, avec ses 27 peuples, avec effectivement des tiraillements même au sein du nouveau Parlement européen, à faire figure d'acteurs majeurs face à des puissances, on l'a dit peut-être la Russie bien sûr, mais aussi la Chine et les États-Unis d'autre part? On parle beaucoup d'Europe géopolitique. Et moi, je trouve qu'on a bien avancé pendant les 5 dernières années. Mais il faut aussi savoir, il faut aussi comprendre que l'Europe est jamais parfaite. Jamais. Surtout parce qu'on a 27 États membres, de temps en temps, avec l'intérêt un peu différent. Mais en même temps, il faut dire que maintenant, nous sommes dans un monde où la mondialisation est en retraite. Et ça veut dire que l'intégration régionale va être plus forte. Et c'est pour ça que la région européenne va être assez forte, parce qu'on connaît bien comment on fait l'intégration, comment partager la souveraineté dans un niveau régional. Donc, l'Europe ne va pas être les États-Unis, l'Europe ne va pas être Chine, mais quelque chose entre les deux. Et si on comprend ça, si on n'est pas perfectionniste, je crois qu'on va avoir une vue un peu plus positive de l'Europe. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Alexander Stubb, président de la Finlande. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. L'actualité continue.